gouvernement a choisi de faire appel aux familles les plus aisées en réduisant un avantage fiscal à travers le quotient familial, mais qui concernera un nombre très limité de familles, puisque c'est moins de 12% des familles qui seront concernées par cet effort supplémentaire. Une famille de 2 enfants, avec un revenu mensuel de 6 500 € va subir une augmentation d'impôt de 83 € chaque mois. Je ne comprends pas pourquoi on touche systématiquement aux familles. Il y a d'autres économies qui peuvent être effectuées. Si ça peut profiter à ceux qui en ont plus besoin, ça nous paraît plutôt juste. On va taxer encore les gens qui travaillent, qui ont un certain pouvoir d'achat. Je ne trouve pas forcément ça normal. Alors c'est l'égalité évidemment là dont nous allons parler. Henri Sterdignac, vous êtes économiste spécialisé dans les questions sociales, fiscales et budgétaires. Vous faites partie des économistes atterrés dont le livre Changer d'économie vient de ressortir en poche. Alors en abaissant le plafond du quotient familial, est-ce que le gouvernement n'a pas choisi de privilégier l'égalité, on va dire, verticale, celle entre les plus aisés et les moins aisés, sur l'égalité horizontale, celle entre ceux qui ont des enfants à charge et ceux qui n'en ont pas? Le gouvernement a, comme on a pu l'entendre là, part d'une désinformation totale, c'est-à-dire l'idée que le quotient familial est un avantage fiscal. Or, il faut dire clairement, le quotient familial n'est pas un avantage fiscal, simplement, lorsqu'on évalue, on a un impôt progressif. Lorsque l'impôt est progressif, il doit dépendre du niveau de vie des familles. Et le niveau de vie des familles, naturellement, dépend de la composition des familles. Donc, il y a une sorte de désinformation totale où on dit, c'est un avantage fiscal. Il y a une seconde désinformation où le Premier ministre nous dit, les familles aisées sont favorisées. C'est pas vrai. Bien sûr que non. Les familles aisées, et à partir, disons, de 5 fois le SMIC, quand on a 3 enfants, on a 25% de pouvoir d'achat de moins que le couple de même revenu sans enfants. Quand on a 4 enfants, on a 35% de revenus par unité de consommation de moins. Donc, on s'attaque à des couples biactifs qui ont des enfants, qui ont choisi d'avoir des enfants, des familles de cadres, et c'est profondément injuste. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse bâtir l'équité verticale sur quelque chose qui est un désaveu de l'équité horizontale. Personnellement, je suis pour un système très redistributif. Je suis pour qu'il y ait un taux d'imposition confiscatoire pour des revenus excessifs qui dépassent 20 fois le SMIC, mais je suis absolument opposé à l'idée qu'on surtaxe les enfants, les familles, et je suis tout à fait opposé aussi à la stratégie consistant à opposer les familles aisées des familles du bas de l'échelle. Ces familles du bas de l'échelle, on doit tout faire pour sortir les enfants de la pauvreté. On a actuellement un taux de pauvreté des enfants qui est de 20%, ce qui est tout à fait inacceptable. Donc il faut une grande politique pour sortir les enfants de la pauvreté, mais cette politique, elle doit être payée par les contribuables, par tous les contribuables, et elle n'a aucune raison de raconter que, effectivement, ce sont les familles des classes moyennes qui déjà ont de lourdes contraintes en élevant des enfants, qui ont des pertes de niveau de vie, qui doivent payer spécifiquement pour les familles les plus pauvres. Martin Hirsch. Là, si on a ce débat, c'est parce qu'en France, on a agi par accumulation. Quand vous regardez par rapport au principe, au moment où on crée la sécurité sociale, allocation familiale pour tous, à l'époque, il y a peu d'impôts, les choses sont relativement simples. Petit à petit, on a introduit des choses un peu partout. Donc un peu de caution familiale, une majoration pour la retraite de celles et ceux qui ont eu 3 enfants, une non-imposition de tels revenus pour celles et ceux aussi, quand ils prennent leur retraite, qui n'ont pas 3 enfants, plus une allocation familiale, plus une autre pour la garde d'enfants, plus une autre de ceci, etc. Donc il y a un magma d'aides, d'incitation fiscale ou d'aide fiscale. Quand vous faites la somme de tout cela, quand vous les prenez, les aides, les réductions fiscales, etc., il y a quelque chose qui est incontestable depuis longtemps en France, c'est que finalement, on aide moyennement les familles les plus modestes, très peu les familles moyennes, et davantage, c'est ce qu'on appelle la courbe en U, davantage les familles les plus aisées. Mais c'est faux, monsieur Hirsch, c'est faux. Si,
C'est faux, monsieur Hirsch. Comment vous pouvez dire, excusez-moi pour qu'on comprenne, quand Mais vous c'est pouvez ça, dire qu'on n'aide pas du tout les familles les moins aisées, alors qu'elles ne payent pas d'impôts, qu'elles touchent des allocations familiales et des aides diverses. Elles payent un impôt, les familles les moins aisées, qui sont l'impôt, la CSG, qui est un impôt sur leurs revenus, mais pour lequel il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de quotient familial de la CSG. Donc les familles, un ouvrier ou un employé qui a 2 enfants ou 3 enfants aura un peu d'allocation familiale, n'aura pas d'effet fiscal parce qu'il ne paye pas l'impôt sur le revenu, aura souvent moins accès aux études gratuites, supérieures, etc., alors que les familles les plus aisées auront l'avantage fiscal, la garde d'enfants à domicile, les réductions d'impôts sur les cours particuliers, etc., plus les allocations familiales qui ne sont pas sous condition de ressources, donc il y aura plus. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre les chiffres et essayer de refaire des choses progressives, qu'on aide beaucoup les faibles, moyennement les moyens et faiblement les forts. Mais le problème, monsieur Hirsch, c'est que vous partez d'une idée fausse. D'une idée fausse que, effectivement, comme vous l'avez dit dans Le Monde, vous avez appris il y a 30 ans à Sciences Po, mais elle est fausse. Il n'y a pas de courbe en U. Je n'ai pas fait Sciences Po, j'ai enseigné. Mais malheureusement, c'est faux. C'est-à-dire la courbe en U est basée sur une idée fausse selon laquelle le quotient familial serait un avantage. Mais ce n'est pas un avantage, puisqu'avec le quotient familial, les familles payent exactement ce qu'elles doivent payer. Une famille paye exactement. Oui, uniquement pour que les familles qui ont beaucoup d'enfants ne soient pas pénalisées. Ne soient pas pénalisées. Donc il n'y a pas d'avantage. Et par ailleurs, actuellement. Il y a un avantage, sinon ils ne gueuleraient pas les gens. Il n'y a pas d'avantage. Les gens ne gueuleraient pas. On leur retire les gueules. Donc il y avait un avantage, je sais pas. Sinon ils sont. On regarde quel est le niveau de vie relatif des familles. Naturellement, au plus bas niveau de l'échelle, avec le RSA, comme vous savez bien, les familles ont à peu près le même niveau de vie que les couples sans enfants, puisque le RSA a été calculé pour ça, mais plus les revenus sont élevés, plus l'écart se creuse. Donc, si on veut faire une grande réforme familiale, la première chose, c'est de tenir compte du fait qu'en moyenne, les familles ont un niveau de vie plus bas que les couples sans enfants. Donc il faut augmenter les prestations familiales. Les prestations familiales, depuis très longtemps, n'ont pas eu le moindre gain de pouvoir d'achat. On a augmenté le SMIC, c'est bien, on a augmenté les salaires, on n'augmente jamais le pouvoir d'achat des allocations familiales. C'est quand même un problème. Ce qui est curieux, c'est qu'on met toujours l'accent sur la redistribution. Et l'État ne se pose jamais la question de sa propre gestion. Il y avait un article il y a 15 jours dans Le Monde dans lequel on disait, mais c'est vrai, si l'impôt est insupportable, c'est parce que cette redistribution est très très mal faite. Il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes pour voir à quel point c'est de la gabegie. Donc cet argent qui est donné, que nous donnons tous, eh bien, dans des conditions complètement injustes, en plus, vraiment, les 3/4 ne servent à rien, puisqu'il est complètement dilapidé. Il est dilapidé. Il est dilapidé. D'accord, il est dilapidé. Donc, je trouve extrêmement grave qu'on soit satisfait de cette situation, étant donné qu'on voit que où mène cette politique, elle mène en effet à tous ces gens qu'on appelle les riches, qui sont soudain des pelés, des galeux, alors que franchement, il faut voir tout ce qu'ils ont apporté dans les musées. Tous les musées sont remplis. Qui a apporté les grandes œuvres d'art? Qui a fait les donations? Ce sont ce qu'on appelle maintenant ces gens qu'on désigne du doigt qui étaient les riches. Bon, donc je veux dire, on voit toute la jeune. Oui, mais regardez le résultat. Regardez le résultat. Regardez le nombre de personnes qui quittent la France. Regardez le nombre de jeunes qui quittent la France. C'est invraisemblable. Maintenant, plus personne. Et c'est ça le résultat. Oui. Non, mais vraiment, moi je crois qu'il y a une situation extrêmement grave, un constat qu'on refuse de faire. Personne ne veut ouvrir les yeux sur cette hémorragie de jeunes gens et de jeunes filles qui quittent la France parce qu'ils considèrent que c'est un pays, justement, où on ne peut plus entreprendre. On est tellement dans l'obsession de la redistribution et de l'élimination des riches que... Excusez-moi, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit 20 fois le SMIC, c'est excessif. Mais au nom de quoi c'est excessif? Vous pensez que quelqu'un comme Bernard Arnault, qui crée des milliers d'emplois, est-ce que c'est pas normal qu'il gagne un peu plus de 20 fois le SMIC? Quel est le rapport? Est-ce que c'est vraiment choquant pour vous que quelqu'un soit riche? Dites-le. Est-ce que vous êtes comme François Hollande? Est-ce que vous considérez que vous n'aimez pas les riches? On a eu, depuis une vingtaine d'années, un creusement épouvantable des inégalités de revenus dans les pays anglo-saxons, un peu moins en France. Pas du tout, d'ailleurs. Et ce creusement énorme des inégalités sociales en raison de l'explosion de la finance, en raison
du caractère prédateur des chefs d'entreprise qui n'hésitent pas à s'octroyer des salaires et des avantages fabuleux, ça pose problème au niveau de la cohésion sociale. Les riches, vous n'enrichirez pas les pauvres. On a eu de 45 à 73 une forte croissance en France avec des chefs d'entreprise qui se contentaient de salaires raisonnables. 10% de moins d'investissements étrangers en France. Voilà le résultat. Vous considérez... Il faut également considérer qu'on est dans un monde capitaliste qui ne se porte pas bien. Les États-Unis, la Grande-Bretagne ne se portent pas bien non plus. Quand il y a une croissance complète des inégalités dans des pays riches, ça pose problème. Quand il y a une croissance du taux de pauvreté dans des pays riches, ça pose problème. La France, on peut tout lui dire, mais c'est un pays relativement redistributif. On n'a pas eu la hausse fabuleuse des taux de pauvreté qu'on a eu dans d'autres pays, et il faut protéger, défendre notre modèle social. Voilà. Les dépenses publiques dont vous parlez, il faut savoir que la France dépense plus, mais uniquement pour la protection sociale. Voilà. C'est parce qu'on a des retraites publiques, c'est parce qu'on a des allocations familiales qu'on dépense plus, c'est parce qu'on a une santé publique. C'est pas parce qu'on gaspille plus que les autres. Léonie Simaga. Moi, je suis profondément choquée de ce que j'entends à mes côtés, monsieur. Vous avez pas de chance. J'ai 34 ans, je fais partie, je pense, des jeunes gens de ce pays, et je suis heureuse d'être dans ce pays. Je suis heureuse de payer mes impôts. Je répète cette phrase. Je suis heureuse. Alors, si j'avais vos revenus, oui, je les paierais. Je suis heureuse de payer. Je finis. Je suis heureuse de payer mes impôts. Je suis heureuse d'avoir un gouvernement qui décide de perpétuer ce signe de civilisation, comme l'État l'est, qui est la redistribution. Je ne vois pas comment on peut contester ce principe. Quand vous dites, vous contestez le principe de redistribution. Vous me donnez la parole. Voilà. Non, je vous la donne puisque vous la prenez. Vous me dites, je vais vous le dire, donc dites-le moi. Vous la rendrez. On confond mal de choses. D'abord, vous confondez lutte contre les inégalités et lutte contre la pauvreté. Il y a 1 milliard de personnes qui, dans ces 20 dernières années, selon les calculs de l'ONU, sont sorties de la pauvreté. Les inégalités ont augmenté dans le monde, mais n'oubliez pas que le nombre de pauvres a considérablement baissé. Et moi, je pense que s'il faut... Le capitalisme est un système économique qui produit de la richesse, du bonheur, du bien-être et de la santé. Non, c'est pas ce que je dis. C'est tout je à dis fait que vrai. Vous avez raison. D'abord, oui, c'est vrai. Oui, c'est mais vrai. Ensuite, oui, vous l'avez très bien dit d'ailleurs. Bravo. Le problème, ce ne sont pas les inégalités, c'est la pauvreté. Il ne faut pas confondre les choses que vous assimilez dans votre discours. Sur maintenant la redistribution et le problème de l'égalité. Alors juste une petite parenthèse sur la politique familiale. Jean-Marie Roy disait on ne sait jamais où va tout cet argent qui est gaspillé, etc. Moi, je suis étonné qu'on ne s'interroge pas sur la nécessité d'avoir une politique familiale. Parce que c'est ces histoires que le taux de fertilité français est haut parce que les gens touchent plein d'allocations quand ils ont des enfants, est contestable. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais elle est contestable. Aux États-Unis, ils ont un taux de fécondité qui est quasiment semblable à la France, dans un pays qui a des conditions structurelles relativement semblables. Donc ce serait 2 enfants par femme. 0 allocation familiale. En revanche, qu'il y ait un système de crèche et d'école gratuite, ça c'est important, et qu'il y ait des allocations familiales, on n'a jamais prouvé qu'il y ait une causalité directe. Donc si ça se trouve, ces 3,2% du PIB qu'on dépense sur les allocations familiales ne servent à rien et on ne le sait pas. Est-ce que vous voulez que les familles avec enfants vivent dans la pauvreté? Non, il faut alors être en clair. revanche, Si effectivement, il y a une différence entre encourager les gens à avoir des enfants par une politique familiale qui n'a jamais prouvé son effet, et dire qu'il faut que l'État intervienne pour que les gens qui ne pourraient pas avoir d'enfants avec leurs revenus actuels puissent néanmoins en avoir et donc cibler uniquement les ménages. Et puis il y a aussi la troisième raison, qui serait de ne pas pénaliser ceux qui ont des enfants par rapport à ceux qui n'en ont pas. Exactement. Je ne vois pas pourquoi un célibataire qui est très heureux et qui fait sans doute beaucoup de bien doit payer plus d'impôts qu'un père de famille vous avez tort de ne pas voir. Qui est-ce qui va payer ses retraites? Et je finis sur des histoires d'égalité. En fait, tout ce débat, et là peut-être que Cynthia, pour une fois, me rejoindra, parce que je fais l'antithèse et la thèse. Tout le débat que nous avons là, en fait, reflète 2 conceptions différentes de l'égalité qui sont arrivées à la Révolution française. La Constitution de 1791, qui s'appuie sur les excellents principes de 1789, pose l'égalité comme l'égalité devant la loi. C'est l'égalité politique, l'égalité devant la loi. Et ensuite, après le coup d'État de juin 1793, les montagnards se sont emparés de l'Assemblée nationale,
ont éjecté les Girondins un coup de canon, il faut quand même s'en rappeler. Et après, ce qu'il faut appeler un coup d'État, ont rédigé la Constitution de juin 1793, qui définit l'égalité différemment, comme l'égalité par nature, qui ensuite a conduit aux doctrines de Fourier, de Babeuf, sur l'égalité des conditions. Donc, il y a quand même deux types d'égalité qui traversent le débat français. L'égalité 1789. Où il y avait déjà l'égalité devant les charges publiques, quand même. Qui avait été dans la loi et devant les charges publiques. Et donc les charges publiques devaient être également réparties. C'est la déclaration des droits de l'homme. On doit participer au financement du service public à hauteur de ses facultés. Mais on est tous d'accord avec ça. Quand on peut plus, on doit participer plus. Mais personne ne conteste. Enfin, moi, je ne conteste pas ça. Mais non, je ne conteste pas ça. Je conteste que la deuxième strate d'égalité 1793, ces deux conceptions traversent ensuite le débat français jusqu'à nos jours, qui dit qu'il faut viser l'égalité des conditions. L'égalité économique, c'est ça que vous reprochez. Et en fait, on pense que les deux peuvent être compatibles, mais pas du tout. Les deux se détruisent l'une l'autre, parce que quand vous voulez viser l'égalité des conditions, vous détruisez l'état de droit par la coercition pour imposer l'aplanissement. Quel rapport avec les allocations familiales? Vous ne justifiez pas on parle de l'égalité aussi. Le principe des allocations familiales, c'est de dire que les enfants qui sont coupables de rien, qui n'ont aucun mérite, ont le droit à avoir un niveau de vie satisfaisant, quelle que soit la famille dont ils sont nés, et que pour avoir ce niveau de vie satisfaisant, il faut un niveau élevé d'allocation familiale, il faut aider les familles les plus pauvres, et il faut tenir compte de la charge d'enfants quand on calcule l'impôt sur le revenu. L'universalité, Cynthia Fleury, Cynthia Fleury, universelle. Pourquoi les ministres, Bruno Le Maire disait très bien il y a quelques années, je suis ministre, je gagne, je ne sais plus, il donnait un chiffre important, 15 ou 20 000 euros par mois, enfin le pauvre, je ne veux pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, je ne vois aucune, et en plus je touche des allocations familiales que j'ai à peine demandées, je n'en vois pas la raison. Cette question-là a été résolue par le gouvernement qui n'a pas touché aux allocations familiales, qu'on soit riche ou pauvre, on touche les mêmes. Les Anglais viennent de le faire. Et en revanche, ils ont touché au quotient familial. Donc, Cynthia Fleury, vous vouliez... Oui. En fait, moi, je suis un peu... D'abord, je suis assez attachée personnellement à, on va dire, l'inconditionnalité de l'aide, familiale ou non. Je suis assez d'accord. Je ne suis pas sûre que les allocations familiales aient un rôle sur le fait d'avoir des enfants ou pas des enfants. En revanche, elles ont un rôle déterminant sur le pouvoir d'achat des familles. Et alors d'aujourd'hui, ça veut dire que ça empêche de pénaliser les familles qui ont des enfants. C'est toujours le même chose. C'est au détriment des célibataires, leur pouvoir d'achat. Oui, mais enfin, il n'empêche que ça, je crois que les lois, elles doivent aussi être ressenties dans leur sentiment de légitimité, et qu'aujourd'hui, sous prétexte de récupérer 1 milliard sur le dos des familles, quand même, l'État ne se met pas entre guillemets, en état de marche pour aller récupérer des centaines de milliards confisqués par des multinationales qui s'appellent Google, qui s'appellent Amazon, etc. Oui, c'est plus compliqué, c'est dommage. Pardon de vous interrompre, mais il y avait plus simple. À ce moment-là, on peut récupérer, je crois, 14 milliards. Il suffit de supprimer le quotient conjugal. Oui, c'est-à-dire que quand on est en couple, on paye des impôts comme si on était deux célibataires. Ça permet de rappeler. Il se trouve que la France reconnaît le mariage. Et on reconnaît de plus en plus le mariage, on reconnaît le Pacs, et on dit que nous avons cette liberté en France. On peut se marier et on peut déclarer, on fait bourse commune, et puisqu'on fait bourse commune, on a un devoir d'assistance les uns envers les autres, et naturellement, l'État en tient compte. Il nous taxe en même temps. En même temps, si par hasard, mon épouse ne peut pas travailler, je la prends à ma charge. Et donc, c'est un contrat entre les familles et la société française. Et on ne peut pas remettre en cause comme ça ce contrat en disant à partir de maintenant, on ne reconnaît plus les familles. Voilà, ça fait partie de la liberté. Et les gens qui ne sont pas d'accord peuvent toujours ne pas se marier. On peut toujours ne pas se marier. Mais l'État doit reconnaître le droit au mariage. Oui, je suis... très, très intéressé par ce que vous venez de dire, parce que quand vous discutez de votre femme et de l'assistance à votre femme, vous venez, en fait, à travers la politique familiale, demander aussi mon assistance. Parce que vous me demandez de financer aussi votre niveau de vie quand vous avez un enfant supplémentaire. C'est-à-dire que la politique familiale repose quand même sur une idée relativement simple. Les familles sont libres d'avoir un enfant de plus ou un enfant de moins. Quand je choisis d'avoir un enfant de plus, je sais pertinemment que mon pouvoir d'achat va être différent. Mais vous êtes en train de me dire quelque chose qui est intéressant, c'est que les enfants, ça ne vous rapporte pas de joie.
C'est-à-dire que vous avez besoin que... Je veux dire, je ne fais pas des enfants histoire de faire des enfants ou pour avoir des allocations familiales. Je fais des enfants parce que j'en tire effectivement une satisfaction, des joies, et des grandes familles vous le diront peut-être. Mais à ce moment-là, pourquoi voudriez-vous que moi je finance en plus leur pouvoir d'achat? C'est un choix. Leur coût d'opportunité, les familles, ils ont choisi effectivement de sacrifier leur revenu. Une fois que les familles existent, elles existent. Ce qui compte, c'est que la famille existe, il y a des enfants. Les enfants, ils ont droit à un niveau de vie satisfaisant. Vous savez qui a inventé les allocations familiales? Le coupable. Qui est le coupable? Et Vichy est de bonne part dans la progression de ça. Pas du tout. C'est le patronat à la fin du 19e siècle. Et il l'a fait pour avoir une main-d'œuvre de bonne qualité, qui puisse, etc., vivre à peu près, et des gens comme ça. Donc il l'a fait pour ça. C'est le problème du patron. Moi, je ne suis pas patron. Parce que, en fait, dans les sociétés, et même aux États-Unis, etc., le fait de soutenir les plus vulnérables et les plus faibles, et d'aider, et d'être solidaire, et de mutualiser, etc., est une chose qui est assez communément admise par tout le monde. Je voudrais revenir sur un point. Parce que tout à l'heure, Jean-Marie Roy... Quand on vit de l'enseignement, on ne peut pas dire quand même qu'on est indifférent aux enfants. Ou alors on n'est pas enseignant. Jean-Marie Roy, on n'est pas enseignant dans l'université publique. Vous nous avez sommé de choisir. Vous nous avez sommé de choisir. Financer vos étudiants. Vous nous avez sommé de choisir entre soit. Attendez. Si. Vous avez dit soit on fait de la redistribution, soit on s'attaque et on améliore l'efficacité de l'État. Moi, je pense qu'on doit faire les deux. C'est-à-dire, je pense que ce n'est pas opposé, qu'on ne doit pas dire l'État, les 3/4 des dépenses inefficaces, comme vous l'avez dit, qui est très excessif, mais qu'on doit
La question du revenu universel qui peut être une des solutions. Mona Chollet, vous n'êtes pas intervenue sur ce sujet. Oui, non, je suis fascinée. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois des libéraux d'aussi près. Je travaille au monde diplomatique, vous savez, donc voilà. Non, je suis assez... Mais je suis en France depuis 15 ans, donc je connais, je maîtrise le pays. Vous permettez que je continue, parce que j'avais quelque chose à dire derrière. plein de libéraux dans ce pays. Non, en fait, je suis assez fascinée par ce discours... Enfin, cette manière de rien vouloir avoir à faire avec vous, avec vos affaires, avec vos enfants, que vous avez fait là, c'est votre responsabilité, moi, tout ça ne me concerne pas. Je sais pas, c'est quand même complètement contraire à la réalité élémentaire de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous, je sais pas, si vous savez parler parce qu'autour de vous, on vous a parlé, vous êtes assis sur un fauteuil que quelqu'un a construit, vous êtes venu dans une voiture que quelqu'un a construit. Et payé d'ailleurs. Oui, probablement, pas vous en l'occurrence. Oui, enfin non, il n'y a pas de consentement partout. Je crois que vous n'avez jamais, il n'y a jamais la possibilité de fixer une limite à partir de laquelle on peut dire ça c'est moi, mon individu inviolable, autonome, qui ne doit rien à personne. Cette fameuse formule que les libéraux adorent, je ne dois rien à personne, je suis fait tout seul. Personne ne dit ça, mais lisez Hayek, il ne dit pas ça du tout. Mais vous ne connaissez rien, mais je m'excuse. Non, je connais rien. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. On va continuer avec... Soyez libéral. Non, mais soyez libéral. C'est incroyable. Vous n'avez pas vu un dernier mot très court sur le même sujet. Après, on passe au revenu universel. Oui, Martin. Juste rappeler toute